Aristote. Tu connais? Mais si, tu connais. C'est le grand philosophe grec de l'Antiquité. Voilà, c'est lui. Pour lui, seule la parole articulée permet de penser et de raisonner. Tu es d'accord avec ça? Bonjour à tous, merci d'être venus, ça fait plaisir pour ce débat philosophique. Sourd et citoyen. Est-ce qu'on peut être donc sourd et entièrement citoyen? Alors pour moi, le mot sourd, c'est l'altérité. Voilà, c'est l'autre, l'altérité. Ça veut dire quoi pour toi précisément? Pour moi, ça évoque en fait l'autre, la notion de différence, une autre culture, quoi, une autre langue. Voilà, c'est une vie autre, différente, une façon de vivre, une façon de réfléchir qui va avec, autrement. Pour moi, le sourd, c'est avant tout un problème social, l'intégration. Voilà. La surdité, je parle peut-être plus de la surdité que des sourds. Et voilà, pour moi, le gros problème se situe à ce niveau-là. Voilà. Étant dans cette situation-là. À l'époque de Sophocle, en Grèce, on ne connaissait pas le monde. Que font toutes ces personnes sourdes? Visiblement, elles réfléchissent à des questions philosophiques en langue des signes. Aristote se serait-il trompé? Mais au fond, la vérité, qu'est-ce que c'est? En voilà une question philosophique. Manifestement, la langue des signes permet de raisonner. Par exemple, de s'interroger sur le monde, ou bien d'essayer de comprendre le sens de l'histoire, ou alors de redécouvrir et de s'émerveiller de son environnement, ou encore d'apprendre à se connaître soi-même. Un bien vaste programme auquel des sourds s'attellent et invitent les autres à y participer. Pendant la présidentielle de 2017, j'ai remarqué que les sourds débattaient autour de la même idée, mais sans arriver à se mettre d'accord. Et en y regardant de plus près, je me suis rendu compte que chacun avait interprété différemment la même notion. J'ai donc essayé, avec le recul que permet la philosophie, de les aider à trouver une définition commune pour faire avancer le débat. Pour la majorité des sourds, la philosophie représente un monde totalement inatteignable. Ils se disent que c'est impossible pour eux, que c'est réservé à une élite, aux intellectuels, à ceux qui maîtrisent parfaitement le français. Mais non, c'est accessible à tous. Et toi, tes cours de philosophie au lycée, ça se passait comment? J'étais en première, au cours Morvan. C'était école oraliste. Et l'oral, c'était pas du tout mon truc. Heureusement, j'avais des copains qui se débrouillaient mieux que moi à l'oral et qui me traduisaient les cours en langue des signes. Avant ça, déjà, j'étais attiré par la philosophie. Je ne sais pas pourquoi. Les citations, ça m'intéressait. Par contre, ouvrir un bouquin, non. Ça me fatiguait d'avance. J'avais la flemme. Je trouvais ça trop compliqué, pas le temps. J'étais ado, quoi. Mais ça m'intéressait quand même, ces citations. Et c'est la rencontre avec ce professeur, ces cours de philo, les échanges, les débats qu'on a pu avoir, qui m'ont fait comprendre que philosopher, ça fait partie de la vie. Je me suis rappelé que tout jeune déjà, je me posais plein de questions. C'est quoi la vie? Qu'est-ce qu'il y a après la mort? Tous les pourquoi? C'est quoi ces frustrations que je ressens? Pourquoi j'existe? Toutes ces questions, en fait, c'était déjà de la philo. Et c'est au lycée que j'ai pu m'en rendre compte. Peut-être que sans ces cours, je serais resté à bouillonner de questions sans savoir que je philosophais. Voilà comment l'histoire a commencé.
Des élèves sourds qui reçoivent un enseignement de philo en langue des signes, c'est rare. À Paris, un seul lycée propose des cours de philosophie directement en langue des signes. Quelques élèves de l'Institut des jeunes sourds de Saint-Jacques sont inscrits ici, au lycée Rodin, et profitent de cet enseignement. Y a-t-il des concepts philosophiques qui résonnent plus que d'autres chez les élèves sourds, qui seraient plus en rapport avec ce qu'ils vivent? C'est assez étonnant le rapport des élèves sourds au concept, parce qu'il y a certains concepts, certaines notions qui vont être très difficiles à faire passer à des entendants et qui vont être très faciles à faire passer à des sourds parce qu'elles sont justement, c'est des concepts qu'on peut rendre visuellement en mouvement ou par la langue des signes, et d'autres concepts qui seront hyper faciles à expliquer à des entendants ou à faire saisir intuitivement, qui seront beaucoup plus difficiles à faire passer aux sourds. J'ai appris la langue des signes avant d'être enseignante, quand j'étais à l'université, en même temps que j'écrivais mon mémoire de philosophie, mon mémoire de maîtrise. Et la rencontre avec la langue des signes m'a fait complètement changer ma perception des auteurs sur lesquels j'étais en train de travailler, justement. Et c'est ça qui m'a fait rentrer, d'ailleurs, dans le monde sourd. Donc, très vite, j'ai compris que la philosophie pouvait être abordée autrement grâce non seulement à la langue des signes, mais à la manière dont les sourds construisent le sens du monde et la perception du monde. Est-ce que vous trouvez le thème d'aujourd'hui particulièrement compliqué? Oui, c'est un peu compliqué. Ça nous pousse à réfléchir, c'est sûr. Est-ce que vous avez l'impression que les cours de philo vous apportent quelque chose pour votre avenir ou dans votre vie quotidienne? Oui. Quoi, par exemple? Moi, avant ça, j'avais pas ce genre de questionnement. Réfléchir à la notion de culture, par exemple, ça ne m'était jamais arrivé. Donc ça m'a permis d'y réfléchir et de mieux comprendre. Qu'est-ce que tu comprends mieux? Avant, il était rare que je m'interroge sur ce qu'est la société. Pourtant, j'en fais partie. Aborder cette notion en cours m'a aidé à penser ma place en tant que sourd. On a eu un devoir sur table sur ce sujet, donc on a eu beaucoup à y réfléchir. On est plus ouvert au monde. On remet en cause nos certitudes. On apprend à réfléchir, à analyser avant de se forger une opinion.
La philo, ça nous apporte du sens. Ça change le point de vue sur la vie. Je vais vous soumettre une citation d'un médecin philosophe du XXe siècle qui s'appelle Canguilhem. Peut-être que votre professeur peut participer ? Il a dit : dans la vie quotidienne, l'irrégularité, l'anomalie ne sont pas conçues comme des accidents affectant l'individu. Selon lui, elles font partie de son existence même. Elles font partie de l'individu, et on peut vivre ainsi. Qu'en pensez-vous ? La surdité, oui, c'est quelque chose qui survient, mais qui n'est pas extérieur à moi. La surdité fait partie de mon identité, de ma vie, je ne peux pas la mettre de côté. Je suis bien obligée de faire avec. Je suis sourde, mais ça n'est pas un problème. J'ai l'impression que je m'adapte bien, que j'assume mon identité. Je connais bien cet auteur et je vois bien le lien avec sa pensée et ses ouvrages. Je sais que derrière cette citation, il y a l'idée qu'il est important de réfléchir à la notion de santé. La santé est définie par des normes, des règles qu'on nous impose. Pour Canguilhem, tout est fonction de la capacité de l'individu, ou de l'animal d'ailleurs, à s'adapter à son environnement. Ça veut dire que s'il est capable de s'adapter à son environnement, de faire l'effort de résister, s'il est capable de progresser, il est considéré comme en bonne santé. Il en découle que le handicap, la surdité, la maladie n'ont rien à voir avec le fait d'être en mauvaise santé. À condition qu'on fasse l'effort de s'adapter, on est considéré comme en bonne santé. C'est une idée intéressante. Pour les gens, la surdité, c'est négatif. Pour eux, être sourd, c'est pas de chance. Moi, je pense pas ça. Ça fait partie de moi. Je suis sourd et c'est comme ça. Évidemment, comme vous le disiez, il faut s'adapter à son environnement. Le problème, c'est que la société ne s'adapte pas aux sourds. C'est pour ça qu'on rencontre des obstacles et que c'est plus compliqué pour nous. Merci. La plupart des sourds à l'âge adulte n'ont pas entendu parler de philosophie. Pour leur donner accès à cette manière de réfléchir, un entendant connaissant la langue des signes et féru de philosophie, Frédéric, a fait paraître un livre accompagné d'une vidéo en langue des signes, sous le signe de la philosophie. Je vais le voir. André Comte-Sponville, vous avez été professeur de philosophie à la Sorbonne et vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages sur des thèmes variés comme la sagesse, le matérialisme, la béatitude, le bonheur, les vertus, l'amour, Dieu et bien sûr d'autres thématiques. André Comte-Sponville, pouvez-vous nous dire ce qu'est la philosophie et ce qu'est être philosophe ? Être philosophe, c'est faire de la philosophie. Commençons par le plus facile. Qu'est-ce que c'est que la philosophie ? C'est une discipline intellectuelle qui sert à vivre mieux. Ce qu'on a remarqué, c'est qu'il y avait plusieurs mots du vocabulaire de la philosophie qui n'existaient pas en langue des signes. Le signe n'existait pas. Et malgré tout, on a pu exprimer le sens de ce mot grâce à la langue des signes, grâce à son côté iconique. Donc, pour moi, c'était une merveilleuse façon de démontrer le pouvoir de la langue des signes, de pouvoir absolument tout exprimer, y compris les choses les plus abstraites. Je me rappelle la première fois que j'ai ouvert un livre de philosophie, c'était quand j'avais 18 ans que je passais mon bac, et je comprenais globalement le sens, mais je comprenais pas le détail, et j'avais une certaine frustration. Mais je sentais que c'était tellement important ce qui se disait là qu'en lisant, en relisant, en multipliant les philosophes qui parlaient de la même chose et donc avec des regards différents, petit à petit, j'ai commencé à comprendre effectivement la pensée philosophique. Et je crois que comme tout élément conceptuel complexe, ça demande du temps. Et que, y compris pour les entendants, c'est très long, mais que l'effort mérite vraiment d'être fait parce que derrière, il y a vraiment quelque chose qui permet d'éclairer la vie.
À ton avis, est-ce que les sourds et les entendants philosophes raisonnent de la même façon ou différemment? Alors c'est une très bonne question. Il peut y avoir, par exemple, il y a des philosophes noirs qui ont développé une pensée sur la négritude. Il y a des philosophes homosexuels qui ont développé une pensée sur ce qu'est être homosexuel. Et je pense qu'effectivement, de la même façon, les sourds auraient quelque chose de vraiment nouveau à apporter à la philosophie, c'est-à-dire réfléchir du point de vue du sourd, c'est-à-dire d'une personne dont l'identité est de s'exprimer avec une langue visio-gestuelle, avec une histoire qui lui est propre, une place dans la société qui n'est pas la même que la place d'un entendant. Et donc, la singularité d'être sourd ne peut qu'apporter, à mon sens, qu'une singularité dans la façon de penser, et donc d'enrichir la philosophie. Philosopher n'est pas réservé à une élite. Nous avons tous l'aptitude à raisonner, à prendre du recul, à avoir l'esprit critique et à y prendre goût. Mais nous avons parfois besoin d'un petit coup de pouce. Karine souhaite insuffler cet esprit philosophique et le développer auprès des jeunes et enfants sourds. Et pour cela, elle suit une formation. Bienvenue dans ce dernier week-end qui va être certainement chargé d'émotions pour vous, puisque après ce parcours, c'est une apothéose, on va dire, plutôt qu'une séparation, on va dire le mot apothéose, c'est mieux. Donc, je vous propose un moment d'émotion. On se balade à travers la pièce, et puis on va se planter face à quelqu'un et juste dire un mot, un seul mot, et on ne développe pas. Vous voyez? Allez hop, c'est parti. Oui, je pense que Ma passion, c'est La la vie. passion, c'est l'être humain. La vie. La musique. Ma passion, le bonheur. Ma passion, c'est rêver. Ma colère, c'est les lobbies. Bonjour. Ma colère est l'injustice. Ma colère, la trahison. Alors, je vous proposais donc une matinée, je vous ai dit, émotionnelle, qui sera tournée autour de l'émotion, des émotions des enfants, bien entendu. J'avais une question par rapport à la colère. Vous avez dit que c'était une excellente émotion, qu'elle protège de l'injustice et de l'humiliation. Et ensuite, vous avez dit elle permet de dire. J'ai l'impression qu'au contraire, des fois, la colère pousse à dire ce qu'on ne pense pas. Si ma colère a été étouffée et que je fais cocotte minute et que ça sort en désordre, à ce moment-là, c'est plus fort que moi et je dis n'importe quoi. Mais il ne s'agit pas de la colère puissante, énergique et qui fait avancer les choses. Il s'agit de la rage qui détruit. Si je te dis « Mais c'est pas possible, regarde n'importe quoi, ce que tu fais, c'est quoi ?» Bon, voilà. Là, je suis en rage. Et je viens te jeter ma colère dessus, mais là, je suis en explosion de rage. Je ne suis pas en colère. Si je te dis « Là, Alain, je suis complètement pas d'accord avec ce que tu viens de faire. » Pour moi, là, il y a quelque chose qui est absolument insupportable et je te propose qu'on en parle. Parce que vraiment, j'ai besoin qu'on en parle. Je croirais entendre ma femme. Tu n'as jamais eu de cours de philosophie et tu suis une formation où beaucoup ont déjà des notions. C'est pas difficile pour toi? Non, car en fait, cette formation ne dispense pas de cours de philo. Et ça, je le savais dès le départ. La cible, ce sont les enfants. L'objectif n'est pas de leur transmettre des connaissances ou de leur faire un cours. Évidemment, on va aborder des notions de base. Par exemple, au cours d'un atelier, on peut faire référence à un philosophe connu. Ça leur donne un minimum d'informations. C'est important qu'ils en sachent un peu. Mais je ne fais pas un cours magistral. Moi, je peux témoigner du premier atelier que j'ai animé, où c'était un groupe d'enfants de primaire, 5 élèves, dont une petite de CM2 très émotive. Et voilà, donc on discute un petit peu des règles ensemble, etc. Et puis après, on fait des petits exercices de concentration, de patience, un peu de méditation. Donc les yeux ouverts, puisque c'était des enfants sourds, donc j'y allais doucement.
Et puis au bout de quelques minutes, je regarde cette petite fille qui était en larmes. Et donc j'étais un petit peu coincée, je savais pas quoi faire parce que donc voilà, donc je lui dis mais c'est bien d'accueillir tes émotions comme ça. Elle me dit mais je ne sais même pas pourquoi je pleure. Si un enfant manifeste une émotion importante, on va pouvoir ne pas en faire le centre d'intérêt de tout l'atelier, et puis d'aller par exemple après l'atelier dire tu as envie d'en parler, et de votre attitude. Il peut y avoir quelque chose qui peut renaître. Quel est l'objectif de cette formation proposée par Sève? L'idée, c'est d'apprendre aux enfants à prendre du recul et à devenir eux-mêmes libres de leurs pensées, capables d'abord d'exprimer en mots au lieu d'exprimer en gestes, capable d'écouter une opinion différente de la leur. Et par exemple, un enfant de 8 ans qui a fait des ateliers avec nous l'année dernière dit « Avant, j'avais que mes idées dans ma tête, et maintenant j'ai aussi celles de mes copains. J'ai aussi celles de tous mes copains. » Donc ça ouvre l'esprit. Et il y a aussi la possibilité pour l'enfant d'être fier de pouvoir exprimer. Alors que la plupart du temps, on ne demande pas aux enfants ce qu'ils pensent. On leur dit ce qu'ils doivent penser. Ces ateliers de philosophie, quel est leur but? Qu'est-ce que tu cherches à faire? Les ateliers de philosophie commencent depuis peu à se développer en France. On en propose souvent dans les écoles. Il y en a plein pour les entendants, mais rien pour les sourds. Donc, je me suis dit qu'il fallait que je m'inscrive en formation d'ateliers de philosophie. Et mon objectif, c'est bien sûr de les rendre accessibles en langue des signes. C'est important. Et de faire en sorte que les enfants comprennent ce que c'est que la philo. Mais l'essentiel, en fait, c'est qu'ils apprennent à penser. Parce que ça, c'est un vrai manque. Parfois, les sourds interprètent mal les informations qu'ils reçoivent. Ils ont du mal à prendre du recul. Il faut les aider à avoir l'esprit critique, à ne pas prendre les choses au pied de la lettre. Les sourds en ont besoin. C'est important pour eux de comprendre qui ils sont, de pouvoir se forger leur propre avis, et surtout qu'ils y puissent du bien-être.